C'est quoi pour vous être à sa place ? Enfin, le principe même d'être à sa place, c'est de se dire je suis là où je suis. Une personne qui a la joie de vivre. Je n'ai pas prise comme j'aurais pu l'apprendre. Un métier formidable et il y a quelques années, j'aurais jamais pensé. J'essaie de la trouver. Pas tous en même temps là. C'est quoi ce bazar ? Capharnaüm, le podcast, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui relèvent le défi de trouver leur place. Si t'avais été à ma place, t'aurais fait exactement. Mais nom de Dieu, je ne suis pas à ta place, je suis à ma place. Marina, on est très contents. Ouais, c'est notre numéro 4. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous recevons donc une personne qui est très chère à mon cœur, voilà, que je suis ravi d'avoir avec nous, qui est donc Renaud Cambusa, et que je connais depuis de très nombreuses années. Ouais, j'avoue, je te le dis Renaud, parce que il m'a un peu saoulé sur ton podcast, en mode il arrêtait pas de me parler de toi, et moi je disais non mais moi j'aime bien non plus, tu vois, j'aime bien qu'il me parle une forme de mystère autour de choses que je connaissais pas. Donc j'ai l'impression de vachement bien de te connaître. Bon. Eh bien merci à vous, je suis très touché d'être avec vous aujourd'hui et honoré. Allez, on y va alors. On va parti. parler de Renaud Cambusa. Il est comme une énigme qu'on voudrait déchiffrer. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais il s'est créé le flou. Un flou artistique d'abord, tant il est touche à tout. Si d'aventure je m'égarais à vouloir le raconter photographe, il me tirerait par la manche pour ouvrir une autre porte. Me parlerait de l'importance des mots, des histoires et de l'éthique. Je m'engouffrerais alors à le vouloir écrivain. Et au moment où j'essaierais de faire le lien entre ce goût pour l'image et cet attrait du verbe, il me rappellerait qu'avant tout, ce qu'il aime, c'est l'idée. Car Renaud n'est pas homme à se suffire. Renaud, c'est la politique du « est ». C'est l'abolition du « ou ». J'en viens donc à me dire que Renaud est multiple, qu'il incarne, tel un kaléidoscope, un monde multiverse. Et puis finalement, je me dis que parfois, il est bon de ne pas chercher à percer un secret. À vouloir résoudre un mystère, on en oublie l'essence. Nous rappeler combien incasable est aussi une place. Bonjour Renaud. Bonjour. Quelle belle entrée en matière. C'est très intimidant comme introduction. Ah bah écoute, ça a été généré par toi. Bah justement, on va commencer par ça. On s'est rencontrés téléphoniquement pour la première fois. Et puis c'est vrai que quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais pourquoi ce mec assez incroyable a accepté de poser sa voix dans Capharnaüm ? Et vraiment, je te jure, je me suis posé la question. Et puis j'ai bien aimé cette sensation parce que finalement je me suis dit c'est drôle, moi qui d'habitude vois assez clair sur les questions que j'ai envie de poser, là j'en avais tellement que je me suis dit c'est quand même quelqu'un qui ouvre plus la place aux questions qu'à entendre des réponses. Et donc j'ai envie de partir dans cette direction avec toi et de commencer le podcast en te demandant si c'est finalement une de tes signatures, faire qu'on se sente perplexe, curieux même quand on te rencontre. T'aimes bien générer ça chez les autres ? Alors si c'est le cas, c'est certainement pas intentionnel ni conscient. Voilà, maintenant je prends ça comme un compliment et j'en suis plutôt honoré. Voilà, la question que je peux me poser, c'est d'où ça vient. Peut-être que c'est lié et sans doute, est-ce lié à mon parcours, à ses ruptures, peut-être aussi à ma personnalité et les contradictions qui sont les miennes et que j'embrasse à plein, parce que je pense qu'on est toutes et tous faits de contradictions et que c'est un des sels de la vie que je trouve intéressant d'essayer d'explorer. Et puis voilà, donc je sais pas si je laisse perplexe, mais si je suscite de la curiosité, parce que c'est aussi comme ça j'ai l'impression qu'on peut le prendre, ça me va très bien. Bah d'ailleurs tu vois, ta réponse en suscite parce que j'ai envie de te poser plein de questions, parce que tu parles de ton parcours, tu parles de ta complexité, et peut-être que tu pourrais brièvement nous décrire ce parcours qui est quand même assez extraordinaire. Alors mon parcours, il y a une bonne partie, j'y suis pas pour grand chose. Donc si je remonte aux origines, je suis né en Nouvelle-Calédonie.
J'ai grandi. Déjà, ça c'est classe. Hein. Ça c'est classe. Déjà, le mec il balance. Quoi. Mais voilà, j'en ai vraiment. Pour ceux qui sont nés à Paris, bonjour. Ouais, je n'en tire aucun mérite. Non, et j'ai longtemps. Enfin bon, bref, voilà, c'est mon histoire. En tout cas, celle de mes parents, parce que là, à ce stade-là, c'est plutôt celle de mes parents. Et puis ensuite, j'ai grandi pour partie sur un voilier. Et puis pour le reste dans les Pyrénées, dans une ville, proche d'une ville qui s'appelle Tarbes. Voilà, donc passé un certain temps là-bas et une vie qui s'est articulée entre des épisodes sur le bateau et puis des épisodes dans cette région de la France. Et ensuite, je suis venu faire mes études à Paris, en l'occurrence des études de commerce. Et puis derrière, j'ai eu un début de vie active dans le cinéma. Il est humble, tu as fait l'ESSEC si je ne m'abuse. J'ai fait une école de commerce, oui, une des parisiennes. Il a une petite gêne. Non, j'en suis sur une petite île aussi. J'en suis fier au demeurant, mais enfin bon, voilà, je suis pas le seul. Et donc, où en étais-je ? Non, et ensuite, oui, j'ai eu un début de carrière, donc j'ai commencé dans le cinéma, qui était vraiment ma première passion, mes premiers amours. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Benjamin. Exactement, il y a 15 ans maintenant, je pense. Voilà, donc un début de carrière ou de vie professionnelle dans l'industrie du cinéma, avec l'envie à un moment d'essayer de poursuivre mes propres projets créatifs que je menais en parallèle, et ce que j'ai décidé de faire il y a une dizaine d'années, avec au départ pour projet de plutôt m'orienter vers la réalisation. Et puis, différents facteurs ont fait que je me suis plutôt orienté vers la photo, donc ça reste quand même un domaine de l'image et de la narration, et plus spécifiquement la photo de mode, même si j'ai touché un peu à tout type de photos et je continue de faire différents travaux dans différents domaines, mais vraiment le cœur sur lequel je me suis concentré, c'était la photographie de mode. Ce que j'ai fait pendant quelques années, j'ai fait un certain nombre de résidences artistiques, et puis donc Marine, mon épouse donc, au même moment, elle aussi était en plein processus de reconversion, et elle pour s'orienter vers la peinture. Donc on a vécu quelques années comme ça, au gré de nos projets, au gré de nos résidences. On a vécu en Asie, on a vécu en Islande. C'était une période assez chouette, sans responsabilité familiale autre que notre couple à nous. Et puis un certain nombre de hasards ou de je sais pas, ou peut-être une suite logique ont fait que on s'est installé à Paris ou réinstallé à Paris, plus ou moins pour la naissance de notre premier enfant, notre fille Pia, qui a désormais 8 ans. Et à ce moment-là, on a tous les deux réintégré des corporations. Donc Marine dans l'univers du luxe et moi, en l'occurrence, dans l'univers de la lingerie et de la mode. Et j'ai rejoint donc un groupe pour lequel je travaille toujours, qui s'appelle Chantel. Eh ben... Voilà. Sacré parcours. Oui, parce qu'en plus, t'es jeune. Oh, de moins en moins. De moins en moins. Parce que tout ça en moins de 40 ans, si mais je toi m'abuse. non plus, tu n'as pas changé. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, j'ai pas encore 40 ans. Je m'accroche. Dis-moi, c'est pas rien, en moins de 40 ans, tout ça. Parce que tu sais qu'après, en fait, il paraît... Un certain Jung dirait que la vie commence à 40 ans, donc on a hâte de voir ce qui se passe pour toi. Tout à fait, et j'ai beaucoup d'espoir pour le nouveau chapitre qui s'ouvre, la quarantaine passée. Je vais devenir comme vous. Le boulot, la famille, la super téloche, la machine à laver, la bagnole, la platine laser et l'ouvre-boîte électrique, la santé, le cholestérol, une bonne mutuelle, les traites, la baraque, le survêt, les valises, les costards 3 pièces, le bricolage, les jeux télé, le McDo, les mômes, les balades en forêt, le golf, laver la voiture, tout un choix de pulls, les Noëls en famille, les plans d'épargne, les abattements fiscaux, déboucher l'évier, s'en sortir, voir venir le jour de sa mort. Alors, tu connais la thématique du podcast, trouver sa place. Bon, tu viens de nous expliquer que tu n'étais pas d'une nature d'en occuper une seule. Que penses-tu au demeurant des personnes qui s'installent durablement dans une place fixe ? Je les envie. Je dois avouer que j'ai une certaine admiration, parfois teintée d'un peu de jalousie pour justement celles et ceux qui réussissent à creuser un sillon et un seul,
Voilà, un peu comme l'artisan ou l'expert. C'est quelque chose dont je serais incapable et qui me paraît, il y a une sorte de beauté absolue, je trouve, dans le fait de suivre une ligne droite. C'est vrai, alors, tu trouves ça ? C'est jamais complètement une ligne droite. Ah ouais, je trouve ça. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration en fait. Oui, sur l'expertise, sur le savoir-faire, sur la tradition, sur le fait de constituer un héritage. Alors, il y a plein de moyens de le faire, bien sûr, mais voilà. Donc, j'en pense plutôt ça. Après, c'est pas forcément un critère d'évaluation pour moi. Le point auquel je suis sensible, c'est plus celui de la curiosité et versus la rigidité intellectuelle. Mais chez les gens qui, en tout cas, creusent un sillon, quand ils sont, voilà, je pense qu'une bonne partie d'entre eux sont capables de la plus grande des curiosités. Et là, je trouve que c'est souvent des personnalités intéressantes. C'est pas parce qu'on s'intéresse à un domaine ou en tout cas qu'on a choisi de devenir expert d'un domaine qu'on n'a pas de curiosité pour d'autres et pour les autres. À l'inverse, oui, des personnalités qui seraient plus rigides et conservatrices sur leur façon d'appréhender le monde, les autres. Quel que soit le parcours, ça c'est quelque chose qui me gêne davantage. Moi je vois, parce qu'effectivement je t'ai connu il y a 15 ans quand tu travaillais dans le cinéma. Tu avais un chemin qui pouvait se tracer aussi à ce moment-là. En tout cas, tu avais une place que tu pouvais te faire. Et je me souviens qu'à l'époque, tu me parlais beaucoup de photos déjà. Et c'était une place que tu voulais rechercher à ce moment-là précisément, ou c'était une expérience que tu voulais plutôt faire ? Oui, je pense que c'était d'abord un intérêt, puis c'est devenu ensuite un fantasme. Enfin, je pense que ça procède un peu souvent de la même manière. C'est venu par le fait que je travaillais sur des projets vidéo, donc en parallèle de ma vie professionnelle, plutôt côté marketing, développement de projet, donc sur laquelle on a été amené à travailler ensemble. Et puis par ce biais-là, à l'époque, il y avait quelques innovations dans l'univers de la vidéo, et en fait, on a eu des appareils photo qui ont permis de faire de la vidéo. Et donc c'est comme ça que je me suis équipé, et c'est par ce biais-là que j'ai découvert la photo, sur un univers sur lequel j'avais absolument aucune espèce de culture et de connaissance à l'époque. Et effectivement, il y a eu une sorte de déclic et de coup de cœur un peu instantané. Et donc en effet, sur mes dernières années dans cette activité professionnelle-là, j'ai commencé à creuser, progressivement bifurqué d'un intérêt qui était plutôt vidéo-réalisation au départ vers un intérêt qui s'est plutôt orienté vers la photo. Je suis d'un naturel assez curieux, qui m'intéresse dans la vie, j'aime bien découvrir de nouveaux univers. J'ai comme ça une approche, il y a pas mal de choses que je fais un peu en autodidacte, avec bien évidemment à chaque fois des lacunes, parce que voilà, c'est le parcours d'un autodidacte. Je suis très à l'aise avec ce que je ne maîtrise pas, et ça fait partie aussi je t'évoquais le mystère en introduction. C'est quelque chose qui est assez important pour moi, alors pas forcément dans ce que je dégage, en tout cas si c'est le cas c'est inconscient, mais de manière générale d'accord. On verra à l'issue de cet échange, peut-être moins. Attends, déjà t'as sorti, et ça je l'ai noté, la vie est une succession de digressions. Alors, excuse-moi, mais tu vas faire partie de notre essai de philosophie. Et je trouve que la vie est faite de mystères, le monde est plein de mystères, c'est ce que j'aime dans les films, c'est ce que j'aime dans les images, beaucoup, peut-être même plus, en tout cas moi j'ai plus de facilité à en voir dans les photos que dans les films, et c'est une des raisons pour lesquelles, même si je reste un passionné de cinéma, j'ai en tout cas dans le processus de création, on veut dire, je me suis plutôt orienté vers ça, et je suis très à l'aise avec ça. Puis toi, ton moteur, ce que tu exprimes un peu, c'est que c'est la rencontre finalement. Ouais, exactement. Et donc effectivement, il y a, et notamment dans la photo de mode, mais aussi dans tout un tas d'autres domaines, c'est vraiment quelque chose qui se travaille à plusieurs en fait. Et donc ces lacunes-là, j'ai la chance qu'elles puissent assez souvent être comblées par d'autres qui, pour le coup, ont une expertise que je n'ai pas. Et de ce travail collaboratif-là et de ces rencontres-là naissent des projets sur lesquels je me sens pour le coup plutôt pertinent. Mais voilà, donc la dimension technique reste un point restera sans doute un point de mystère pour moi, quels que soient mes projets futurs. C'est ton côté oriental, ça. C'est que l'expérience, c'est l'expertise en Orient. Hein. Ouais, c'est vrai, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une place que tu aurais occupée qui, si tu devais n'en avoir qu'une, serait celle que tu choisirais? Pour revenir sur ce qu'on disait. Tu voulais quelque chose où tu allais être fixe, là tu vas être... Je te contrains un peu. Bien sûr. Non, je pense que si je devais... Tu peux ne pas en avoir. Ouais, bien sûr. Non, mais si l'intérêt c'est d'essayer de se livrer à l'exercice, ce serait la place de photographe. Ouais.
qui me semble quand même être, si demain je devais n'en occuper qu'une et qu'il ne m'en restait qu'une, je pense que celle dans laquelle je trouverais le plus ou dans laquelle je me réaliserais le plus en fait, et qui serait vraiment capable de. Enfin, je pense que la photo, quoi qu'il se passe dans le futur, fera toujours partie de ma vie, et c'est vraiment un socle pour moi. C'est pas un peu vulgaire ça? Vulgaire? Tu trouves ça vulgaire? Oui, je trouve ça vulgaire. Oui. De toute façon, je vais te dire quelque chose, Natacha. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Hein. Sinon, ça va rendre fat. Hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas parce que tu connais pas ça, toi. C'est pas ton boulot. Qu'est-ce qui se joue justement sur la photo? Parce que tu nous parlais, donc, effectivement, que tu fais de la photo de mode. Mais moi, j'ai vu aussi sur ton travail que tu as fait beaucoup de photos aussi de par tes voyages, de par ce que tu as fait quand tu es parti en Islande. Oui, les résidences artistiques. Pour les résidences et pour toutes les choses comme ça. Non, ce serait, je pense, dans un thème large. J'aime bien l'idée de pouvoir explorer différents champs dans la photo. Alors, s'il fallait encore davantage resserrer, je pense que je resserrerais sur la photo de mode, parce qu'elle a un caractère assez total pour moi en fait, qui fait peut-être le lien avec l'expérience cinéma, parce qu'elle fait appel à tout un tas d'éléments qu'on retrouve dans d'autres champs. Il y a un caractère humain dans la photo de mode qui est important pour moi. Il y a, que ce soit dans les sujets qui sont représentés bien sûr, comme dans l'expérience d'un shoot photo. Après, c'est des équipes plus ou moins grandes, mais c'est un travail d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait dans le cinéma, qui me plaît de manière générale dans la vie, et que je retrouve dans cette expérience, dans ce champ-là de la photographie, et qui est moins présent dans un travail de portraitiste, par exemple. Alors si, portraitiste bien sûr, mais il y a quand même moins cette dans un travail solitaire, tu veux dire même d'aller qui est beaucoup chercher... plus solitaire, exactement. Donc après, comme beaucoup, et pour revenir sur le sujet des contradictions du début, j'ai aussi une dimension, j'imagine, plus introvertie. J'ai aussi des moments où j'ai besoin de me retrouver seul, et voilà. Et donc la photo de paysage, par exemple, participe de ça, de voyage, enfin peu importe le nom qu'on lui donne, ou certaines explorations, expérimentations que j'ai pu faire à titre personnel. Mais disons que voilà, le pilier ou le socle, si je devais en choisir un, ce serait, je pense, plutôt la photo de mode. Helmut Newton, merci d'être parmi nous ce soir. Vous faites des portraits de femmes depuis presque 30 ans maintenant. Quand je suis arrivé ici, fin des années 50, tous les mannequins parisiens étaient tout petits, 1m65, très minus. Maintenant, ce sont des Amazones. Rien passe sous 1m75, c'est de plus petite taille, on peut se servir. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique? Parce que je sais que tu as été acteur sur le sujet aussi, de toutes ces femmes qu'on met en beauté, mais qui sont finalement quasi inaccessibles à atteindre pour la plupart de la population féminine. Et toi qui travailles dans le milieu de la lingerie, si je ne m'abuse, tu as capturé aussi des images, on va dire peut-être... Je pense qu'on peut dire que tu as même été, d'une certaine façon, un peu précurseur aussi sur l'image un peu plus globale de la femme. J'ai essayé de contribuer à faire bouger un peu les lignes dans la façon de représenter les corps, en effet, dans un contexte où ça m'apparaissait nécessaire, et ça me semblait être une responsabilité des marques aussi que d'avancer dans ce sens-là et d'essayer de se faire le reflet d'un certain nombre de mouvements à l'œuvre dans la société. L'ambition et l'objectif étant pour moi, à ce moment-là comme aujourd'hui, quels que soient les moyens mis à disposition, d'essayer de contribuer à... ça va paraître un peu tarte à la crème, mais ouais, à une société un peu plus juste et plus respectueuse, plus inclusive, ouais, tout à fait, bien sûr, et dans laquelle chacune se sente représenté, et puis d'essayer de le faire d'une manière artistique. Parce que aussi il y a différentes façons de traiter ces sujets d'inclusivité ou de diversité. Et pour revenir sur le point que tu évoquais, ce que je trouve intéressant dans la photographie de mode, c'est que elle est finalement, effectivement, elle est souvent imposée parce qu'elle est... Ah non, moi c'est pas ce que je voulais dire. Je me fais comprendre, parce que justement je faisais le parallélisme avec le cinéma. Je me dis, un film, tu choisis d'aller le voir. Non mais exactement. Et la photo, je me dis, elle t'est exposée, et je trouve ça génial, parce que je me dis, c'est un art beaucoup plus inclusif, parce que tu ne peux pas finalement ne pas avoir une photo placardée sur... Et donc c'est exactement mon point. La question derrière, c'est donc
par nature, me semble-t-il, une forme d'imagerie qui soit la plus démocratisée qui soit, parce qu'elle est effectivement affichée, imposée. Mais donc, du coup, si tu le prends sous cet angle-là et que tu as l'envie d'essayer de faire bouger un peu les choses, ou en tout cas de contribuer d'une manière ou d'une autre à un monde qui te paraît plus riche, plus beau, plus complexe, plus respectueux, enfin tous les adjectifs qu'on a déjà pu évoquer, là, tu as un médium qui est fantastique, en fait. Et l'objectif que je me suis fixé modestement était d'essayer d'utiliser ce médium et reste d'essayer d'utiliser ce médium pour créer, apporter de la beauté en fait dans tout ce que ça tout ce que ça inclut en fait. La beauté, c'est c'est un champ très vaste. Il y a plein de formes de beauté. À titre personnel, je pense que je vois de la beauté là où d'autres n'en voient pas, ou voient de la laideur. Enfin, on a tous une approche très subjective de la beauté, même si elle est en effet façonnée quand même par nos environnements culturels, sociétaux. Il y a bien évidemment tout un tas de stéréotypes. Si tu décides d'en faire quelque chose, de saisir cette opportunité, voire cette responsabilité qui est la tienne, ça prend une résonance que je trouve assez chouette. Parce que si on parle de place, justement, c'est une place que tu as prise toi. Ça a été une demande qui a été faite par, donc on rappelle Chantelle avec qui tu travailles. Ça a été une place qu'a voulu prendre Chantelle à ce moment-là, ou c'est d'un commun accord, ou c'est quelque chose qui pour toi était important quand tu es arrivé dans cette marque? Bon, ça leur paraîtra peut-être un peu présomptueux, mais j'ai tendance à penser que c'est une place que j'ai souhaité prendre. Et bien évidemment, on y a été ensemble d'un commun accord. Comme tu l'as dit, ça n'a pas été un mouvement simple. On a été, avec Chantelle, je crois, assez précurseurs sur un certain nombre de sujets. Parce que dis-moi, maintenant, tout le monde s'y met. Hein. Bien sûr. Alors, encore une fois, je trouve avec plus ou moins de... Toujours copié, jamais égalé. Non, mais je pense avec plus ou moins de réussite. En fait, c'est ça le sujet. Et je pense qu'on sent toujours la part de sincérité versus le calcul commercial et marketing. Et dans notre cas, je crois vraiment que ça nous semblait être un enjeu, notre responsabilité de marque, en fait. Et j'y ai aussi vu l'opportunité d'essayer de faire bouger une industrie qui s'adresse à absolument tout le monde. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus universel que la lingerie, quoi. Et d'essayer en faisant bouger Chantelle, d'essayer de faire bouger l'industrie et la façon dont on pouvait penser, appréhender et représenter la lingerie. Et à ce titre-là, on a été assez précurseurs et on a bougé assez vite et assez fort, sans trop prévenir. Et au début, ça n'a absolument pas été compris. C'est vrai qu'on a parlé de ton rôle de photographe, mais le métier que tu occupes chez Chantelle est au-delà, puisque tu es directeur artistique. C'est vrai que c'est un métier qui a été un petit peu partagé avec l'entièreté des Français, avec le rôle de Thomas Joly là, pendant les JO. Donc je pense qu'on est un petit peu plus tous éclairés sur ce que ça représente en termes d'impact émotionnel et puis aussi de capacité à rassembler autour d'une démarche. Tu m'étonnes Philippe Catherine avec... Ah oui. S'il avait eu un string Chantelle, il y aurait eu moins de polémique. C'est vrai, et quel coup de publicité pour nous. 26 juillet 2024, vous avez participé à la cérémonie des JO nu. Ou cacher un revolver quand on est tout nu. Mon impresario, Alan Gac, m'appelle, me dit « Écoute, Musk a réagi. » Je dis « Ah bon ?» Là, j'ai paniqué, je me suis dit « Quoi, il a adoré? J'espère que non. » Et soulagé très vite, il m'a dit « Non, t'inquiète pas, il a détesté. » Alors, même si tu l'as un petit peu exposé là, mais comment tu vis ce rôle finalement de directeur artistique et puis est-ce que tu mesures la portée que ça peut avoir? Pour moi, c'est une grande chance et un privilège, vraiment. Je pense que le rôle d'un directeur artistique, il est aussi parmi d'autres rôles, mais en tout cas dans les différentes corporations où ce rôle existe, moi je l'envisage comme la responsabilité, c'est d'essayer d'amener du sens. De développer des histoires, de développer des univers, de donner de la pertinence aux propositions faites par la marque. Ça vient avec une grande part de responsabilité, donc je trouve que c'est un rôle qui est très beau en fait quand il est quand il est occupé avec sincérité. Avec sincérité, c'est déjà pas mal. Après, on n'est pas toujours pertinent, on peut se tromper, mais c'est vraiment quelque chose d'assez. Je me sens très très privilégié en fait d'occuper cette fonction-là, et je me sens, je crois, très à l'aise dans ce rôle-là.
c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant en fait et plaisant bien sûr que de voir que quand ça prend et quand l'histoire rassemble. Cette dimension-là, elle est absolument magnifique, au même titre que c'est un rôle qui permet de faire découvrir. C'est un rôle, enfin c'est la conversation qu'on avait eue au téléphone et je me retrouve pleinement là-dedans. C'est un rôle de passeur, je pense. Et le directeur artistique, il a la capacité de braquer les projecteurs et le pouvoir de le faire à un moment donné sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel artiste, sur telle ou telle représentation ou façon de représenter les féminités, les corps, les hommes, enfin tout type de sujet. Tu parlais quand ça marche, mais est-ce que toi, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur de te planter ou même tu t'es planté et à ce moment-là, comment tu rebondis sur ça? Oui, bien sûr. Non, alors d'abord, puisqu'on évoque le parallèle avec les Jeux Olympiques, dans mon cas, je n'ai pas vraiment eu cette pression d'un événement planétaire où si tu te plantes, la prochaine c'est dans 4 ans, quoi. Donc c'est quand même. Exactement. C'était pour Anne. Et c'est ça que tu laisses par ailleurs. Là où moi, dans les fonctions que j'occupe aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus itératif en fait et qui se construit dans le temps. Donc non. Et de manière générale, je pense que je suis plutôt d'un naturel assez résilient et confiant. Ouais, j'ai plutôt confiance. Ça veut pas dire que... Et en même temps, je suis assez à l'écoute, mais j'ai assez confiance en mes choix. Aussi, hein, et voilà. Alors pour autant, en général, et par ailleurs, je pense que oui, je suis à l'écoute. Donc mes choix, ils se nourrissent aussi des conversations, de ce que je peux voir, des échanges que je peux avoir. On en revient au sujet collectif qu'on a pu évoquer. Je crois que je travaille de manière assez collective dans tous les projets que je peux mener. Et donc bien évidemment, ça nourrit le processus décisionnel. Donc en général, une fois que les décisions sont faites et qu'on décide de creuser une direction ou un sillon, il y a eu tout un processus derrière et je suis assez confiant dans la qualité de ce qu'on fait. Il y a une forme de violence en fait dans les réactions aujourd'hui qui est permise. On oublie parfois derrière qu'il y a des gens. Donc voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est un privilège d'être à cette position-là. Ça offre une caisse de résonance à parfois des convictions qui sont somme toute très personnelles, même si elles sont mises au service d'une marque. Et donc j'ai cette chance de pouvoir, par ce biais-là, exprimer des choses qui me semblent importantes. À l'inverse, pas de problème pour prendre les coups qui vont avec, parce que les deux fonctionnent ensemble, et ça me paraît tout à fait normal. Mais donc si je pense que, en tout cas le critère c'est ça, si je pense que ce qu'on fait, ce qu'on a produit et de qualité, à ce moment-là, j'ai pas de problème à prendre des coups. Ce qui veut pas dire pour autant que je suis borné et que ça peut être de qualité, mais on a pu se planter pour X ou Y raison, ou ça a mal été compris. Et à ce moment-là, je prends ces éléments-là et puis on fera différemment ou on fera mieux le coup d'après. C'est marrant parce que plus je t'écoute, plus je me dis que j'ai l'impression quand même d'entendre quelqu'un qui a tellement travaillé avec des collectifs dans des entreprises communes que quand on te demande finalement de te positionner de façon individuelle, c'est un monde qui ne te parle pas. Et j'en reviens justement finalement à ce mystère peut-être que tu génères parce que à la fois tu sublimes le corps des femmes, tu aimes travailler en équipe, tu veilles à ce que tout le monde soit inclus et donc ça donne une vision de toi assez féminine. Et puis, tu as aussi cette énergie ultra masculine. Il est très féminin, Renaud, c'est pas, il a des ouais, mais bien sûr. Mais je suis très à l'aise avec ça, en plus. C'est vraiment le plus beau compliment que tu puisses me faire. Et puis, par ailleurs, tu vois, on sent que tu es quelqu'un qui adore donner la direction, qui soutient ses projets, qui finalement, l'échec, non, en fait, on n'a pas eu. Donc, cette capacité que tu as à harmoniser ces deux pôles, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été présent chez toi ou qui est arrivé avec l'exercice du leadership ? Très bonne question. Non, je pense que ça s'est construit dans le temps, bien sûr. Et puis, on apprend de ses expériences. Alors, pour revenir sur un point que tu évoques, oui, j'ai pas le sentiment d'avoir connu des gros échecs. Après, il faudrait qu'on s'entende sur la définition de ce qu'est un échec. Tant mieux. Oui, exactement, tant mieux. Non, bien sûr. Et je pense moi, j'aime bien me chier. J'aime bien me mettre dans la merde. Non, bien sûr, mais pour l'instant, j'ai eu la chance en tout cas, de ne pas avoir ce sentiment-là. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une gradation dans l'échec et il y a aussi, c'est aussi beaucoup lié à la façon de l'appréhender, je pense, de manière individuelle. Et j'ai pas trop cette culture-là, en fait. Donc, moi, je suis plus dans une logique
d'évolution, d'apprentissage permanent. Encore une fois, mon marqueur, c'est est-ce que ce que je fais a du sens ? Est-ce que la qualité artistique, parce que c'est un élément important pour moi, qui y a derrière me paraît être d'un niveau que je jugerais acceptable ou bon. Et si c'est le cas, ça me va. En revanche, les sujets RH, les sujets humains, ça pour le coup, c'est le truc qui peut, en tout cas moi, m'affecte davantage. Après, la vie est faite de telle manière qu'en avançant, voilà, on gagne en résilience, on s'épaissit un peu, on apprend de ses expériences. Oui. Donc pour répondre à ta question de départ, oui, je pense que c'est venu avec, c'est venu avec le temps et effectivement, enfin, je pense que tout ce que tu as dit est assez juste. Je suis assez troublé quand même, ça t'a mis le doigt sur pas mal de trucs qui me paraissent justes. Ouais, me paraît juste et je suis très à l'aise avec ça. Peut-être aussi que les gens qui ont la sensation toujours de l'échec ou des choses sont peut-être pas nécessairement à la bonne place dans laquelle ils devraient être. Et je pense aussi que de trouver aussi, c'est hyper philosophique ce que je suis en train de dire. Attention. Non, mais t'as raison. Je pense qu'aussi le fait de se sentir bien quelque part, que ce soit d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel aussi, dans sa vie et dans les choses, te donne plus la sensation de réussir et de réussir sans avoir besoin de l'avis de l'autre. Oui, bien sûr. Je pense que tu as tout à fait raison. Je souscris pleinement à ça. Voilà, même si après... moi, j'ai pas le sentiment d'avoir... Enfin, en tout cas, je me pose pas la question en ces termes-là. Enfin, on l'avait un peu évoqué ensemble. Je pense que je me sens jamais autant à ma place que quand je n'y suis pas, en fait. Ça, c'est un moteur dans ma vie. J'aime bien les pas de côté. Je suis pas très à l'aise avec la routine, avec les choses qui sont répétitives, etc. Ça veut pas dire que j'aime pas construire dans le temps. J'aime bien donner du corps au projet, et, quel qu'il soit, personnel, professionnel, et d'essayer de construire comme ça un corpus qui, à la fin, est ma vie. Quoi. Donc je sais pas ce que ça veut dire vraiment être à sa place. En tout cas, effectivement, les années passantes, je me sens plutôt... Aujourd'hui, j'ai cette confiance que tu n'as pas forcément quand tu démarres. Ça paraîtra sans doute un peu prétentieux, mais je sais ce que je vaux. Alors je sais aussi là où j'ai besoin de progresser, mais j'ai le sentiment de savoir ce que je suis en partie et je sais ce que je vaux. On va quand même aller sur la question un peu décalée. Est-ce que tu peux quand même de temps en temps, toi, rebasculer dans le trash, avoir des discours plus âpres, même avoir, je sais pas, des espèces de dossiers mauvais goût dans ce que tu peux écouter, lire, avoir dans ton... Tu te mets quoi sur toi quand tu es sur tes bateaux? J'ai un t-shirt, un short. Si, dossier mauvais goût. Alors j'ai une enfin, je sais pas si c'est du mauvais goût, mais en général, c'est toujours un sujet de débat. Je passe un certain temps de ma vie en short. C'est vrai que je t'ai connu en short aussi. Et je suis extrêmement à l'aise avec les sujets, et notamment tous les shoots photos, à part éventuellement en plein mois de janvier, comme aujourd'hui. Sur un shoot photo, en tout cas, je suis en short et j'assume complètement. Mais claquettes socket et non, quand même, shorts, quand même pas. En général, j'ai des tennis, une paire de chaussettes. Enfin, je fais quand même un minimum de savoir-être. J'adore ce que tu fais là, vas-y, mais voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est souvent, en tout cas, c'est souvent un sujet qui est commenté et de discussion. Et pourquoi? Parce que je suis extrêmement à l'aise en short. Là, je sais que tes potes qui nous entendent, ou les gens avec qui tu travailles, qui nous entendent, disent mais ouais, putain, il a parlé du short. Ouais, sans doute. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine, Alaya, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been. Oh la vache! On a exploré, moi ça m'intéresse d'explorer le champ du mauvais goût, en fait, toute cette culture pop trash des années 2000, par exemple. Ce que tu peux dire mauvais goût, mais qui en fait est un mouvement artistique. Ouais, complètement, et ça m'intéresse, donc ce sont des formes de nouvelles esthétiques. Bon, bien évidemment, après tu as ce grand cirque de la mode, et qui est une espèce de constant, une espèce de machine à laver qui recycle constamment, en fait. Et donc là, on est en plein dans, tu vois, toute la culture pop trash américaine de la fin des années 90, début 2000.
Britney. Ouais, exactement. Britney, par exemple, dont je n'ai jamais été un fervent supporter plus jeune et pour qui je me découvre, alors une passion, le terme est un peu fort, mais on va dire un intérêt. Alors ton titre de Britney, c'est peut-être ça le dossier. Ouais, alors c'est effectivement. Non, mais alors moi c'est pas tellement sous l'angle de la musique, mais par exemple. Slave for You ou Toxic, mais quand tu regardes les clips de aujourd'hui, en fait, de l'époque... toujours en sous-titres. Ouais, et puis c'est extraordinaire, où il y a chez Rihanna, par exemple, aussi dans certains de Rihanna, il y a ce truc Shakira, un peu intéressant de... Voilà, bien sûr, il y a Shakira, tous ces pop stars. Non, mais Rihanna, elle passe d'objets pop musical façonnés par un producteur du haut de ses 19 ans avec Umbrella à une sorte d'hyper-sexualité ultra affirmée qui tape dans les codes SM. Donc là, c'est plutôt au début des années 2010. Et en fait, tout ça m'intéresse. J'ai pas de... Après, c'est une façon de le traiter. C'est la façon dont on va l'interpréter. Mais en tout cas, dans mon travail pro, ça m'intéresse. Et le short, c'est pareil. Il y a différentes façons de porter le short. Tu peux être plus ou moins élégant en short. Tu vas te faire côté comme DH et ouais, ça dépend. Ça dépend aussi du short. Ça dépend du short. Ça dépend du short et ça dépend. Et en fait, c'est surtout ça. Ça dépend de ce que tu mets autour, en fait, de comment tu accessoirises le short. Tout à fait. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de claquette. Non, alors la claquette, typiquement, tu vois, dans n'importe quelle que soient les situations, impossible. La Crocs aussi. La Crocs, oui. Mais alors ça, à mon grand sur regret, le bateau. Parce que pour le coup, la Crocs, c'est vraiment un accessoire qui est devenu un accessoire de mode. Sur la shoot photo, il y a une époque un peu moins aujourd'hui, mais tu voyais beaucoup de stylistes qui étaient quand même au sommet de la pointitude et porter des Crocs, c'était vraiment un truc très 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 tendance. J'ai pas réussi à franchir, je suis pas encore assez cool, quoi. Donc c'est pour En espadrille, on a l'air d'un con, on a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue les pieds. En espadrille. Alors, toi qui travailles beaucoup sur le désir, finalement, quelle différence fais-tu entre l'amour et le désir ? J'ai le sentiment que... En fait, je dirais l'amour tu donnes et le désir tu prends. Et donc, il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre du don ou de l'offrande dans l'amour et qui est plutôt de l'ordre de la consommation, en fait, dans le désir. Avec un truc intéressant, je trouve, l'amour est plutôt vie et le désir est plutôt mort. Et il y a quelque chose et c'est dans la tension entre eux, parce qu'on a bien évidemment besoin des deux. Je ne voudrais pas stigmatiser le désir, je pense que c'est absolument clé, c'est un driver important chez moi. Mais je pense que la tension entre les deux est quelque chose d'assez puissant et qui m'intéresse d'explorer, notamment dans une partie de mon travail photo. Mais aussi dans la vie et donc je pense qu'il y a vraiment ces deux faces et quand tu es capable de combiner les deux, en général je trouve que souvent il se passe des choses assez magiques. Alors si je te dis hyperactif, créatif, chercheur, ambitieux, impatient, obstiné, amoureux, décoiffé, parce que les gens ne voient pas mais t'aimes bien te décoiffer. Laquelle de ces caractéristiques te correspond le moins ? Décoiffé. Décoiffant alors. Attends, qui te correspond le moins, tu me disais ? Qui me correspond le moins. Ah putain, salaud, parce que je te connais depuis des années et je sais qu'à l'époque je te voyais toujours mettre la main dans les cheveux et toujours, mais que j'aime bien parce que moi ça fait partie de ton style et que j'aime beaucoup. Je suis bien évidemment. Ça veut dire que les autres lui correspondent encore plus. C'est ça le sens de ma réponse. Exactement. En short. Exactement. Décoiffé, en short, ambitieux et obstiné. Et alors, est-ce que dans ces caractéristiques, il y en aurait une qui manque de toi ? Ouais, j'ai une forme de... Je pense que je suis d'un naturel. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit toujours perçu, mais dans le fond, je pense être d'un naturel assez angoissé. Ah ouais. Ouais. Et c'est ça, enfin bref, ça se retrouve dans plein de... C'est pour ça que tu n'es pas décoiffé, tu t'arraches juste les cheveux. Quoi. Ouais, exactement. Non, mais angoissé ne veut pas dire anxieux. Je ne sais pas si le terme est exact, mais il y a, je pense en tout cas chez moi, c'est de l'ordre de... c'est une question assez large et un peu dans le fond, et qui s'exprime beaucoup dans...
Dans ton rapport avec l'autre aussi, peut-être. Oui, puis en fait beaucoup dans mon rapport avec le temps. De manière générale, je suis assez. Le temps qui passe est un sujet, est une question existentielle et vraiment chez moi provoque des abîmes d'angoisse. Pas tellement sur le fait de vieillir, mais je pense que pas avoir le temps de faire ce que tu aimerais faire. Ouais, tout à fait. Moi, je fais partie des gens qui seraient très. Si la vie était éternelle, en fait, c'est vraiment pas un truc qui me ferait peur. Bien au contraire, je serais ravi de pouvoir, faire différentes digressions, pouvoir explorer différents univers, et je suis pas du tout d'un naturel nostalgique, par exemple. Ce qui est fait est fait. En fait, je m'intéresse assez peu à ce que j'ai pu faire. En revanche, ce qui vient après m'intéresse, me passionne, et j'ai une espèce de boulimie comme ça je crois un peu de force de vie, quoi. J'aime bien, donc à travers les rencontres, à travers les projets, à travers les voyages, essayer d'aller chercher différentes. Il y a un truc de l'ordre de la sensation et puis de la joie aussi beaucoup. C'est un driver pour moi. Alors la joie, le plaisir, le désir, tout ça se retrouve un peu. Et en fait, la question du temps qui passe est un truc qui est assez anxiogène, et là c'est marrant, sans doute lié au fait que je viens de perdre ma maman et que j'approche de la quarantaine. Tout ça, j'y avais pas trop pensé jusqu'à présent, mais ça s'articule ensemble. Et donc je sens bien que je suis à un moment charnière de vie qui va m'emmener vers autre chose. Et je me questionne beaucoup sur. Et en fait, ce qui me questionne sur le temps qui passe, c'est la peur un jour de plus avoir la capacité de faire ce qui me plaît, en fait. Le sujet, il est vraiment là. Donc a priori, si tout va bien, c'est pas un sujet pour tout de suite pour moi, mais voilà. Et mon intérêt pour la photo, il vient beaucoup de ça. Je pense c'est un médium qui fige le temps, en fait, et qui fige l'instant, et qui lui donne une forme d'éternité. Quand tu vois une photo, il y a aussi beaucoup de choses qui te reviennent en mémoire, de où tu l'as prise, des instants qui sont passés, de toutes ces choses-là. Tout à fait. Et par ailleurs, comme je m'intéresse assez peu, je m'aperçois que j'ai une mémoire très sélective, donc je suis hyper obsessionnel sur certains sujets, et j'ai une très 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 mauvaise mémoire sur d'autres. Et c'est vraiment un point qui me questionne à certains moments. Donc c'est pour moi aussi une façon de figer, et ça m'aide à me souvenir, en fait, et ça m'aide à me remémorer un certain nombre de choses dans le cas des photos que moi je peux faire. Après, quand je suis exposé aux photos des autres, j'ai toujours ce que j'aime, c'est aussi ce qu'on voit pas, c'est aussi l'histoire qu'on peut se raconter, que moi je peux me raconter en voyant une photo pour la première fois prise par quelqu'un d'autre. Et je trouve que ces voyages-là, ces voyages immobiles, plein de mystères, ils sont, j'ai trouvé extrêmement puissants, en fait. Depuis près de 40 ans, je photographie notre planète pour essayer de comprendre la Terre sur laquelle je vis. Alors que l'humanité progresse, j'ai le sentiment qu'on vit toujours dans un monde à deux vitesses. Plongé dans les inégalités, déchiré par les guerres, on n'arrive toujours pas à vivre ensemble. Faisons un petit voyage dans le temps, même si tu n'es pas nostalgique, et retournons en Nouvelle-Calédonie. Quelque part, du coup, dans ton histoire personnelle, puisque tu es né là-bas, en quoi, finalement, quand même, moi je crois que quand on arrive à un endroit du globe, ça forge un héritage. En quoi ça a participé à te construire en tant qu'homme que de naître en Nouvelle-Calédonie ? C'est pas tellement le fait d'être né en Calédonie. J'ai pas d'héritage de la Calédonie, on n'y est pas resté, je n'ai pas vraiment de souvenirs. En revanche, ça a été un élément fondateur dans notre trajectoire familiale, et donc celle de mes parents. Et beaucoup des choix qui ont pu être faits et qui ont eu des impacts sur mon enfance, pour la plupart positifs. Quelle est ta fratrie d'ailleurs ? Parce que tu nous en as pas parlé. Tu as des frères et des sœurs ? Oui, bien sûr. J'ai un petit frère avec lequel j'ai grandi, qui a 3 ans de moins, et vraiment on a grandi ensemble. Et puis j'ai une grande sœur qui a 15 ans de plus que moi, avec qui pour le coup je n'ai pas grandi, dont je suis très proche aujourd'hui, mais mon enfance. Il y a une génération d'écart. Voilà, exactement. Il y a une génération d'écart. Donc la Calédonie est une sorte de point, de marqueur fondateur dans notre trajectoire familiale. Et à ce titre-là, elle a marqué ma vie parce que mon enfance, pas tellement par son omniprésence dans les choix de vie que mes parents ont fait ensuite, parce qu'on a quitté la Calédonie assez vite et on a fait d'autres projets. Donc c'est quelque chose d'assez de très présent et en même temps flou parce que j'y suis pas retourné, donc je connais pas, on peut pas dire que je connaisse la Calédonie. Enfin, je suis parti, j'avais quelques années, donc c'était vraiment, j'en ai aucun souvenir. En revanche, ça a vraiment été une sorte de boussole pour les choix faits ensuite par mes parents, et notamment sans trop rentrer dans le détail, ils ont ensuite monté un projet de tour du monde à la voile en famille.
par étapes, ce qu'on a réalisé sur plusieurs années. Et tout ça vient de ce point-là, quoi. Et un retour en France qui a, je pense, n'a pas été simple pour mes parents. Donc ensuite, un désir de fuite. Et mon enfance, du coup, a été un peu... même si j'ai une enfance très heureuse, mais tiraillée un peu entre ces deux points-là, en fait. Et du coup, on en revient à peut-être ce truc des contradictions, des vents un peu contraires. Voilà, tout ça prend progressivement forme dans ma vie d'adulte. Puis bon, quand même, dans Nouvelle-Calédonie, à nouveau, bon bref. Ouais, peut-être, c'est vrai, il y a plein de symboles. En effet. Bon, alors, sinon, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, tu es tout en noir, mais moi, je n'ai vu des photos de toi que tout en blanc. Est-ce que blanc, c'est ta nuance totem? Parce que blanc, j'ai quand même été vérifiée parce que je me suis dit, putain, je vais pas dire à un photographe que blanc est une couleur, donc c'est une nuance, ça. Est-ce que c'est ta nuance totem? C'est complètement ma nuance totem. Je suis un obsessionnel du blanc. Donc oui, c'est très juste. Sans rentrer dans encore une fois, des symboliques tarte à la crème, je pense qu'il y a... le blanc est un espace, en fait, pour moi, où tout est possible. C'est la lumière, c'est la possibilité d'écrire l'histoire qu'on souhaite. Donc c'est quelque chose qui me va très bien, et de manière générale, même dans mes environnements de vie, tout est blanc. Je mets pas de couleur, en fait. C'est, je crois, ce qui me permet je me sens bien dans ces environnements-là. Et là, typiquement, on est dans un studio qui est et c'est ta femme qui met les couleurs, du coup. Et c'est effectivement Marine qui met les couleurs. Et quant à moi, de manière générale, je suis habillé effectivement ou en blanc ou en noir. Il peut m'arriver de porter de la couleur, mais c'est assez rare. Mais oui, il y a vraiment... c'est rigolo. Pour moi, le blanc, c'est vraiment... Quand je projette un peu le truc, si on prend et ordonné, abscisse, deux axes. Vraiment, le blanc, pour moi, est plutôt synonyme d'horizontal, et c'est vraiment un sujet d'espace. C'est là où le temps se déploie, les projets se démarrent et s'ancrent. Et le noir, c'est plutôt les ordonnées, c'est plutôt la ligne, en fait. Et donc, j'oscille un peu entre ces deux trucs-là. Mais le blanc, à mon sens, offre, en tout cas pour moi, beaucoup plus de... C'est un espace de liberté, en fait. Donc qui me met dans un état... c'est vraiment important. Je suis assez sensible aux environnements dans lesquels je suis. Et c'est rigolo parce qu'on a eu ces débats des centaines de fois avec mon épouse, bien sûr, tu t'investis à un endroit, en fait, et je suis vraiment un ayatollah du blanc, quoi. C'est un truc que je suis pas bien dans un environnement où c'est pas tout blanc, quoi. On pourrait, depuis qu'on t'écoute, facilement te ranger dans la case des nomades. Tu dis toi-même que tu aimes n'occuper aucune place, et pour autant, on va en revenir à ta complexité. Tu nourris un vrai goût pour l'aménagement intérieur. Quelle est la place qu'occupent les lieux d'habitation chez toi? Importante. Ouais, elle est assez essentielle, en fait. Je viens d'en parler juste avant. J'ai besoin d'une forme d'harmonie qui est la mienne. Bien évidemment, fort heureusement qu'on partage, bien sûr, avec Marine, mais elle est assez clé, et c'est rigolo parce que quand on voyage, par exemple, on a été amené à le faire. C'est souvent, j'ai d'abord besoin de repérer les lieux de vie, en fait. Donc les endroits où on va dormir, et ça peut vraiment. Le voyage peut s'organiser autour de ça. Bien évidemment que l'expérience sur place non, j'exagère. J'étais en Martinique, en Guadeloupe, c'est là. Je me suis senti mal. Le Mexique, laisse tomber. La Suède, vite. Exactement. Je n'aime que les icebergs. Et non, je plaisante. Mais non, bien évidemment, c'est quand même un peu plus riche que ça. Je crois, j'espère. Mais c'est vraiment c'est structurant. C'est assez structurant, en fait. C'est des lieux ressources, quoi. Et ouais, complètement. Et j'ai vraiment besoin de ça. Et je suis prêt. Le programme peut s'organiser autour de ça. Et c'est pas tellement une recherche de l'extraordinaire ou de c'est vraiment une question d'harmonie et de bien-être. Et effectivement, dans les lieux dans lesquels on vit, là, pour le coup, quotidiennement, oui, c'est des projets dans lesquels je me suis pas mal impliqué, et je continue de le faire, d'abord parce que j'y prends du plaisir, et ensuite parce que c'est un élément assez structurant de mon quotidien.
quand on a la chance d'avoir vu les photos des intérieurs que tu as pu aménager, on n'a pas trop envie d'y voir Britney Spears. Alors, quelle place? Mais elle est là, c'est juste qu'elle est sur mon téléphone. Il y a une pièce en sous-sol alors. Exactement. Elle est dans les livres, elle est cachée dans les livres. Il y a des pièces qu'il n'a pas pris en photo, où il a mausolé. Tout à fait, j'ai une petite chapelle, la chapelle Britney, qui est installée dans ma cave. La chapelle Britney. Tout à fait, dans laquelle je vais me recueillir 2 fois par semaine. Alors, quelle place n'as-tu pas encore prise, si tant est qu'il y en ait une, qui soit dans ta ligne de mire? Réalisateur. Oui, alors je l'ai occupé à une modeste échelle d'amateur, on va dire, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais un jour pouvoir essayer d'explorer. Ouais, ça, et puis l'écriture aussi, écrivain, c'est deux champs d'expression que j'aimerais bien un jour pouvoir explorer, quand, quoi, comment, ça reste à définir. Mais oui, la réalisation particulièrement qui joint un peu tous ces éléments-là, quoi, de l'écriture, de l'image, de la surface, du fond, du temps, de la lumière, tout ça. Et puis du travail d'équipe. Et bien évidemment du travail d'équipe, et puis ce truc où tu construis un monde, en fait. Donc c'est un monde qui va se déployer dans le film, bien sûr, mais aussi dans l'expérience de vie. Un tournage, c'est fantastique, quoi. Comme un shoot photo. Aujourd'hui, on fait parfois des shoots où en fait on voyage, donc c'est des shoots qui s'étalent sur plusieurs jours. Donc tu as une expérience qui se rapproche un peu d'un tournage de cinéma. Et l'intensité de ce que tu vis, et c'est assez génial, quoi. C'est vraiment un truc. C'est souvent des éléments dans lesquels je me sens très bien et que j'ai le sentiment d'être très privilégié. Et donc vivre ça à une échelle encore plus grande sur un projet cinéma, c'est quelque chose qui me chaufferait bien. La difficulté étant, pour revenir à ce qu'on évoquait au début d'interview, je crois, c'est la capacité ensuite à se dédier à un seul projet dont tu n'es pas sûr qu'il aboutisse. Donc passer 4 ans de sa vie, je pense que l'histoire du cinéma on est truffé, quoi, exactement. Où tu mets toute ton énergie et parfois tout ce que tu as en fait dans un projet qui s'avère être un échec. Là, pour le coup, ça peut être un vrai échec, et je pense que c'est pas toujours simple. Donc cette persévérance-là, est-ce que je l'aurai? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, un jour, j'aimerais bien. Le titre du film, La chapelle de Britney Spears, et ça déjà, ça augure dans le carton. C'est tout à fait. Britney, si tu nous écoutes, si tu cherches un réalisateur pour tes prochains clips. Ah non, pensons, elle va être actrice principale. Ah bah oui, c'est pas du tout bien sûr. À Lambeau. Direction le Festival de Cannes. Tout droit. Voilà, tout droit là. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more! Leave her alone! You're lucky she even performed for you bastards! Leave Britney alone! Please! Juliette Gréco a dit: c'est une place merveilleuse d'être interprète. Alors toi tu veux réaliser, mais bon, un réalisateur harmonise des interprètes. Dans quelle interprétation as-tu découvert une part inattendue de toi? Celle d'être papa. Ah oui, ça c'en est une. Et qui est vraiment, qui est bien évidemment, comme beaucoup, comme j'imagine la quasi-totalité des pères et des parents de manière générale. Si effectivement la vie est une succession de rôles, ce rôle-là et l'interprétation qui est la mienne, j'ai été un constant exercice de découverte et d'apprentissage qui est structurant pour moi, et où comme tout un chacun, j'ai beaucoup appris, et puis je continuerai d'apprendre. Mes enfants m'apprennent beaucoup sur moi, et puis sur le monde de manière générale. C'est un émerveillement constant, en fait. Je suis vraiment et donc ça vient avec tout un tas de découvertes personnelles. C'est rigolo, je trouve qu'il y a un peu un double effet, quoi. C'est-à-dire que je trouve que ça ouvre sur d'autres territoires, et en même temps ça disperse et ça recentre beaucoup. Donc là aussi, il y a, moi qui aime bien les tensions ou les contraires ou les polarités, il y a quelque chose de chouette là dans le rôle de parent. Donc. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une place particulière à celle de père aujourd'hui par rapport à celle de mère, que ce soit celle de mère ou même celle qu'un père pouvait occuper à l'époque?
Alors oui, j'imagine que la parentalité au sens large, en fait, que ce soit celle d'un père ou d'une mère, a évolué par rapport aux générations précédentes. C'est assez évident, même si moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très présents en fait dans mon développement enfant. Donc voilà, j'ai pas le sentiment d'avoir eu des carences. Je suis très proche de mes parents et vraiment ils ont été très très présents pour nous. Et après, dans mon rôle de père par rapport à celui de Marine dans son rôle de mère, non, je pense qu'on est vraiment dans... Bon, déjà ça s'organise de manière un peu intuitive, mais je crois qu'on est dans une forme d'équité. Pour l'instant, c'est une belle expérience. Une belle interprétation. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Hein. Non, on est comme un petit village où chacun découvre son voisin. On vient frapper à sa porte. Isabelle. C'est chiant, hein? C'est pas très Montessori, ça. J'aime bien toujours demander à nos invités un peu dans un premier temps, en tout cas musicalement, un peu les artistes qui toi t'ont touché, les choses que tu aimes, qu'elles soient actuelles, qu'elles soient passées, qu'elles te guident quand tu es en mer, en studio, seul chez toi, avec ta femme, avec tes enfants. Alors j'écoute beaucoup de musique, c'est un truc assez important dans ma vie, vraiment au quotidien, quoi. Enfin, c'est vraiment le premier truc que je fais le matin en me levant, c'est je mets de la musique, quoi. Et voilà, puis j'ai un rapport particulier avec le silence, je suis pas forcément à l'aise dans le silence, donc bref, ça accompagne ma vie. Donc aujourd'hui, j'écoute absolument de tout. Ça surtout va Britney. Voilà, bien sûr. Ça va de l'électro, au rap, au jazz, à la variété, à la pop culture. Enfin voilà, c'est très très large. Mais s'il faut revenir à mais Madeleine de Proust, ou en tout cas les choses que je continue d'écouter, Bob Dylan, numéro 1. Vraiment, j'ai grandi avec ça et je me suis beaucoup intéressé au personnage. J'ai une certaine, je crois, connaissance, même si c'est un personnage très mystérieux et insondable du sujet. Ensuite, Bowie. Ouais, tout ça fait le lien avec tout ce qu'on a pu évoquer, mais un caractère caméléon, une capacité à pousser les curseurs toujours plus loin, à constamment se réinventer, à aller chercher parfois, à toujours refuser la facilité. Et puis dans des choses peut-être un peu plus récentes, là je suis à fond dans un registre totalement différent dans le dernier album de Kendrick Lamar que je trouve franchement éblouissant, quoi. Après c'est un artiste intéressant. Puff Daddy t'écoutes plus du coup, quoi. J'ai jamais vraiment écouté Puff Daddy. Et puis puisqu'on est sur les Anglais, il y a un mec que je trouve particulièrement intéressant qui s'appelle James Blake. Et où là aussi je trouve ça bouleversant à plein d'égards. Et puis dans le jazz par exemple, qui est un truc que j'aime beaucoup, alors là je suis plutôt sur les classiques, mais en ce moment je suis dans Chet Baker un maximum. Il y a un très beau film qui s'appelle Let's Get Lost que je recommande vivement, qui est un type qui a disparu il y a quelques années maintenant, mais tout ce mouvement là un peu du jazz de la deuxième moitié du XXe siècle, je trouve qu'il y a des trucs qui sont absolument bouleversants. Et tu me donnes une transition parfaite du coup dans le 5e art que tu as aussi tutoyé. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu des films qui t'ont marqué dans ta vie, dans ton enfance aussi, ou des choses qui reviennent un peu dans ta mémoire? C'est marrant, là, le premier truc qui va me revenir, c'est il y a la trilogie là, de Gus Van Sant au début des années 2000 qui m'a profondément marqué. Notamment, j'ai eu l'occasion d'en parler sur une autre émission, un film qui s'appelle Last Days, qui est un film qui date de 2005, je crois, qui est sur donc les derniers jours, une sorte d'interprétation libre en fait de ce qu'ont pu être les derniers jours de Kurt Cobain. Alors moi, je suis un enfant du grunge, donc j'ai grandi avec ces codes-là et bien évidemment une sorte de fascination autour de la figure christique qui est Kurt Cobain. It's a long, lonely journey. Il y a un réalisateur qui est peut-être celui dont j'ai le plus, qui est dans mon panthéon ad vitam aeternam et que tu connais, qui est Wong Kar-wai. Et là, pour le coup, tout le cinéma de Wong Kar-wai, tout le cinéma en fait. Il y a
plus, il y a un travail esthétique particulièrement fort, le fond, la forme, enfin tout. C'est difficile d'en parler. Ce serait une émission à part entière, mais voilà, ça c'est un peu, voilà, ça a été un peu des références et des boussoles pour moi. J'ai vu beaucoup de cinéma asiatique. Ça fait partie de mes références. Beaucoup de cinéma indépendant américain. J'ai vu un film qui s'appelle La Conspiration du Caire, qui est un film qui a dû sortir au cinéma il y a 2 ans, je pense, par le mec qui avait fait Le Caire Confidentiel, qui est son film d'avant. C'est une expérience de cinéma que j'ai trouvé fantastique. وبعدين تنزل مهندسين شارع جامعة الدول في كافيه هناك معروف قوي. Et puis dans les séries, qu'est-ce qui m'a marqué Scène de la vie conjugale, le remake est absolument magnifique. Il y a eu un remake américain qui a été fait. Il y a quoi faire. Exactement. Eh ben, écoute, pour finir... Alors, cette semaine, justement, ce que je voulais, c'était qu'on invite une personne en particulier. Ah, t'as encore invité quelqu'un? J'ai invité quelqu'un. La dernière fois que t'as invité quelqu'un, j'étais un peu gênée. Tu vas voir, j'ai invité quelqu'un qui est génial. Ah ouais? Je sais pas. Donc, alors, elle s'appelle Cindy. Ah merde. Vous allez voir. Elle a un peu l'annoncement parce qu'elle est Instagrammeuse, elle est influenceuse et tout ça. Et donc, elle voulait vous la présenter. Elle voulait voir Renaud. Donc, coucou mes petits fololos. Alors, ça me fait super plaisir. Alors, tout d'abord, je voulais remercier la team CAFA, mes petits CAFA nounous, de m'avoir invité cette semaine. Ah, mais ça, c'est trop top de leur part. Et pour ça, moi aussi, je voulais vous faire un petit cadeau. Alors, Marina, si tu me permets, cette semaine, alors laissez-moi vous partager mon petit bon plan make-up avec une méga promo de dingue, mes cocos. Alors, parce que c'est pas 25, c'est pas 50, non, mes petits chouchous. La Cindy, elle vous fait un beau cadeau cette semaine. Elle vous fait moins 80% sur toute la panoplie make-up, mais great like a star. Vous avez bien entendu, moins 80%. Et on écoule les stocks de chez Témul. Allez, c'est parti. Alors c'est parti. Alors, pour bénéficier de tout ça, c'est simple. Tu likes le podcast, parce que je vois que vous n'avez pas beaucoup de likes. Et tu mets ton petit RIB bancaire, t'attends un retour de Western Union et quand c'est bon, hop, je te donne le code promo. Alors attends plus, profite, c'est Cindy qui régale. Alors bon, c'est pas tout, mais alors revenons à notre petit fololo de la semaine. Alors Cindy, toi, je te kiffe, Renaud. Attends. Alors toi, je te kiffe, Renaud. Mon petit liker préféré, le DA qui a rendu à César ce qui appartenait à Martine. Non mais alors, tu sais que j'ai regardé ton petit Insta et on est pas mal là. On est en place. Pour reprendre le jargon, on a dépassé les 10 000 followers. On titille même les 13 000. Alors Cindy, elle dit oui et elle te dit bravo. Toi, t'es dans la team respect. Mais alors, je me demandais entre nous, mon petit Renaud, comment tu fais toi parce que la team CAFA, ça peut vous intéresser parce qu'elle frôle les 20 followers sur leur page. Alors donne-leur quelques petits conseils. Alors, est-ce que tu fais des codes promo, toi? Tu fais des codes promo, pas Renaud? Non, tu fais pas de code promo, toi, j'ai l'impression. Je ne sais que répondre. Ah voilà, écoute, tu devrais. Parce qu'en plus, déjà vu un groupe tel, alors laisse tomber quand même. Non, mais parce que, alors, à l'heure des pseudo-instagrammeurs qui prétendent changer le monde avec leurs 200 follolos, là, le monde ne les a pas attendus. Non mais allô, quoi. On n'est pas chez ta mère à vendre du panier en osier sur le marché de Rungis. Genre, coucou les chéris, cette semaine, je vous propose la recette des pâtes au beurre. Ou alors, mes cocos, pour bien commencer la semaine, suivez-moi pour une petite séance morning routine, quoi. Non, mais alors, aujourd'hui, c'est retraite tai chi dans les gorges du Verdon. Non, mais va goûter les pâtisseries Lignac chez ta tante, toi, quoi. Non, Renaud, c'est de l'art, du grand art avec un T majuscule, quoi. Et puis ça jongle entre interview, coupure presse, bref, on est plus proche du Timinou, quoi. Timinou. Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Parce que Timinou, c'est mon name code pour Timothée Chalamet. Mais ouais, parce que vous savez, l'acteur là, qui rêve en Vélib aux avant-premières. En même temps, le Vélib plein de boue, là, j'avoue, fausse route, quoi. Swag faux pas. Il s'est mis dans le sun tout seul, lui. Quoi? Swag, tu sais pas ce que ça veut dire, Marina? Non, désolé. Mais tu sais pas ce que ça veut dire? Laisse tomber, parce que c'est l'expression pour les gens de la fashion. Je peux pas comprendre. Mais bref, toi, Renaud, toi, t'es dans la hype. Le haut de la file, le sommet du sac Chanel, quoi. Et alors, nous, chez les influenceurs, ça, on aime. Moi, je follow Lolo, quoi. Tu sais que moi, par exemple, moi, je m'applique, alors pas que du make-up, mais je m'applique à faire attention aux events dans lesquels je suis invited, quoi. Tiens, d'ailleurs, sorry,
Mais là, it's time for my promo again. Alors, il vous reste quelques minutes si vous voulez recevoir mon petit livre de 10 pages que j'ai écrit toute seule avec ChatGPT. Influence ton spirit de A à Y. Ouais, parce que j'ai pas mis Z. Il faut garder son petit jardin secret, quoi, son petit secret garden. Quoi. Alors, c'est aux éditions Like Moi. Alors, pour ça, je vous redonne le code promo. Donc, #ScrollDu75. Et tous les fonds récoltés seront directement reversés dans ma poche, quoi, afin de m'aider à payer mon dressing. Bon, allez, petit like les chéris ou pouce bleu pour les boomers, quoi. Enfin, bon, bref. Bon, sinon, Renaud, alors, en voyant tes photos, je me suis dit, lui, c'est sûr, lui, il a des tips à nous donner, quoi. Ah, bah ouais, mon petit cachotier, attends, mon petit cocotier des Bermudes, toi, tu maîtrises l'art du digital aussi bien que Douaneau, Helmut Newton ou Cartier-Bresson, enfin, je sais pas, même Steve Myself. Ah, tu connais pas Steve Myself? Tu connais pas Steve? Putain, mais what, quoi. Enfin, le mec, il a 50 000 followers, quoi. Enfin, bon, bref. Alors, tu utilises quoi comme iPhone? Parce que toi, je sens que tu es dans le 14 ou le 15, quoi. Et hop, je sélecte le petit fit noir et blanc, un truc comme ça, non? Non? Ah ouais, non. Ok, d'accord. Bon, je sens qu'on n'est pas sur du débutant, en fait. Bon, alors, je vais devoir t'emprunter sur mes shootings, toi. La Cindy Crawford va... Oui, alors attendez, rien à voir avec Cindy Crawford, hein. Moi ça s'écrit pas pareil. Hein. Moi c'est alors, c'est attends, R, attends, non, A, attends, non, A. Oh merde, putain, pardon. Oh, oups, langage faux pas, sorry, oups, ma langue elle a flanché, quoi, comme on dit. Bon, alors, c'est pas grave. Alors, tu sais quoi? Que moi, j'ai plusieurs arcs à mes cordes et je suis un peu pluridiscipline en fait, en quelque façon. Et je me demandais, si toi, tu devais changer ta place demain et faire des choses qui sortiraient de ton open space, quoi, genre not my place, but why not, quoi. Et tu te verrais bien ouf. Alors, je te propose 2-3 trucs, hein, ok, et tu me dis ce que tu en penses. Alors, est-ce que tu dirais bien genre cuistot, par exemple? Non. Non, ok. Bon, je sais pas. Donc toi, les pâtes au beurre, non, quoi. Ok, d'accord. Alors là, je peux te dire. Alors, musicien. Oui. Ah. Bon, alors, j'en avais un. Alors, genre, Marina m'a piqué ma question, quoi, tout à l'heure, quoi. J'allais dire réalisateur, mais apparemment, t'as dit oui, quoi. Enfin, je me demandais si tu serais prêt, par exemple, genre, à prendre ma place, quoi. Genre, ouais, devenir une influenceuse dans ce monde. Croque la faim à pleines dents, quoi. Alors, genre, laisser parler le code promo qui est en toi, quoi. J'ai pas les compétences, mais j'aimerais beaucoup. Je comprends. Attendez, oups, excusez-moi. Pardon, parce que je viens de recevoir un message. Apparemment, j'ai un colis qui rentre pas dans ma boîte aux lettres et il faut que je leur envoie mon RIB pour qu'ils me relivre. Putain, ça fait 2 fois que ça m'arrive ce mois-ci, quoi. Parce que la fois dernière, ça m'a coûté quand même 2 000 € pour un rimel. Hein. Entre ça, l'opération chirurgicale de Timothée que j'ai dû prendre à mon compte parce qu'il est en galère de couple en ce moment avec Kylie Jenner. Il va falloir que je prévienne mon banquier, moi. Bon, en tout cas, je vais malheureusement devoir vous laisser parce que j'ai une date avec le patron de Shine. Ouais. Il veut me proposer une collab sur les produits à moins de 1 €, quoi. Genre, pour moi, de 1 € sur Shine, c'est pas seulement les enfants qui les fabriquent, c'est Cindy qui régale, quoi. Bon, allez, mes petits fololos. Bon, occupez bien la place qui est la vôtre, hein, mais surtout, likez-vous bien sur ma page. Allez, petit cœur avec les mains. Bon, merci à toi. Surtout merci à Cindy parce que si elle a l'air d'être à sa place, moi j'ai bien l'impression que j'aurais du mal à prendre la sienne en tout cas. Il faut que tu lances ton one-man show. Je sais pas, Cindy surtout quoi. Cindy. Vraiment, explore l'acting et l'écriture, c'est un truc. C'est vraiment cool. Bon, en tout cas, Renaud, qu'est-ce qu'on peut te dire? Écoute, c'est traditionnel et classique, mais un bon vieux merci. Ouais, un bon vieux merci à toi et à tous tes fololos. Et je vous ferai de même un grand merci pour cet échange vraiment riche, introspectif, exactement. Très sérieux. Exactement. Non, en tout cas, un grand merci à toi. Sur une touche comme ça de Benjamin. Exactement. Bon, un grand merci à toi merci en tout cas, à vous, Renaud. c'était super. Merci de nous avoir ouvert ton cœur. Bye bye.